Philippe, bonjour. Alors aujourd'hui, eh bien, nous allons attaquer la deuxième grande période de ta vie et on sait que tu as été ô combien important pour ces trois couleurs, bleu, blanc, rouge. Est-ce que tu te souviens, toi, de ta première sélection en équipe de France? Et à ce moment-là, quel âge avais-tu? Et quand on a annoncé que tu allais être sélectionné dans cette équipe de France, qu'est-ce que tu as ressenti? Bah, ma première sélection en équipe de France, ça remonte à très loin. J'avais 23 ans, et c'était en 1983 et c'était pour les championnats du monde à Halifax. Bien sûr, la sélection, c'est toujours quelque chose de très émouvant, quoi, hein. Ta première sélection, bon, tu te bats pour arriver à faire partie du club France. Et ben, quand tu as l'annonce de ta sélection, ben, t'es envahi de frissons, quoi, hein. C'est normal, quoi. Tu te souviens à quel moment précis tu as su que tu étais sélectionné? Est-ce que tu étais au restaurant, tu étais chez toi, tu étais à l'entraînement, tu étais en train de pêcher? Est-ce que tu te souviens un peu? Non, non, c'était pendant les stages, parce que la sélection était annoncée, hein, à la fin du stage. Donc c'était un stage avant de partir au championnat du monde, hein. Te donner les dates exactes, je suis incapable de te les donner, hein, mais ça a été annoncé pendant le stage, enfin à la fin du stage Club France, quoi. Hmm. Est-ce que tu te souviens des autres joueurs qui ont participé à cette première sélection? Quand tu es rentré dans l'équipe de France, est-ce que tu as des noms déjà? Est-ce que ces noms sont restés finalement gravés dans ta mémoire? Comment veux-tu que ça ne reste pas gravé dans la mémoire? Hein, c'est une période hein, qui était très 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 forte pour moi, hein, parce que après m'avoir m'être battu et m'être entraîné hein, comme un dingue pour faire partie de cette sélection, et bon, je connaissais déjà des noms de joueurs, hein, comme Michel Gradel, t'avais Eric Benoît, t'avais Isanik, hein, t'avais Dominique Marchegiani, t'avais Alain Trolon, Jean-Michel Chilé, hein, il y avait Marc Guillemin, il y avait Parsemin Célestin, hein, et puis d'autres que il y avait André Chauve. Voilà, tu vois, c'est toutes des joueurs qui m'ont marqué quand même ça. Hmm. Euh, Quel était l'esprit à ce moment-là, quand tu rentrais de l'équipe de France? C'était quoi? Parce que finalement, quand on regarde, même aujourd'hui, on a très peu de nouvelles de l'équipe de France. On sait pas trop ce qui se passe. On a toujours le sentiment que c'est un peu complètement sclérosé, c'est fermé, c'est inaccessible. Finalement, on ne sait rien de l'équipe de France. Toi, ton époque, quel était l'état d'esprit? Est-ce que vous étiez une bande de potes? Est-ce que vous déconniez? Est-ce que vous alliez vous rendre prendre l'apéritif ensemble? Est-ce que vous vous receviez les uns les autres? Quel était l'état d'esprit dans lequel cette équipe de France a évolué? Mais c'était pas du tout le même esprit que maintenant, hein. Déjà parce que c'était tenu par des gens compétents, hein. Je me souviens de Robert Perry. Je me souviens du docteur Jean-Claude Druver, Bernard Courbario, le mécano Michel Paul, tu vois, et bon, le kiné, bon, c'était Bernard Courbario, et c'était une famille, hein, et puis là, les joueurs, hein, les plus démunis, ceux qui avaient moins d'argent, étaient aidés par une commission qui avait été créée par Robert Perry. Et ça marchait très bien. Il n'y avait jamais d'absentéisme pour les stages. Il n'y avait jamais de plainte pour les joueurs en disant bah ouais mais moi j'ai pris des congés, je voudrais me faire payer. Il n'y avait pas de ça. Il y a aucun joueur qui pensait à se faire payer. C'était pour l'amour du basket. Hein, et on voulait rendre bah, ce que Perry nous a donné quoi, hein. Et le meilleur moyen, bah, c'était des titres. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment se déroulaient justement ces stages? Il y avait du physique, il y avait de la mise en place. Est-ce que vous y aviez l'un et l'autre un rapport particulier avec le coach, avec le kiné? Et toi, par exemple, quels étaient tes rapports, par exemple, avec Perry et avec les autres? Et que faisais-tu pendant pendant ces stages de l'équipe de France? Alors bon, je pense pas que
c'est changé la manière des entraînements. C'est toujours les fondamentaux. Tu vois, bon, le travail d'équipe, les systèmes. Il y avait du physique, il y avait du fractionné. Il y avait des tests pour les joueurs. Hein, on faisait des tests et avant chaque stage, on recevait un programme d'entraînement. Et Robert Perry savait pertinemment celui qui s'était appliqué à faire ce programme d'entraînement et celui qui ne l'avait pas fait. Il repérait très vite ceux qui n'avaient pas travaillé. Et on était surveillé au niveau du système du poids. Hein, on faisait très attention à l'hygiène de vie des joueurs. Hein, il fallait qu'on ramène les certificats médicaux hein, du dentiste, du médecin. Il y avait pas mal de choses. Il y avait un suivi autre que maintenant. Et toi, au sein de cette équipe de France, quand tu faisais les stages, dans quel état d'esprit étais-tu? Est-ce que tu étais plutôt dans un état d'esprit en te disant, bon, je viens d'être accepté, donc il faut que je me surpasse, ou finalement tu penses que tu étais déjà un peu au sommet de ta carrière? Ou alors tu penses que tu avais encore du travail à faire? Non, j'avais encore énormément de travail à faire. Hein. C'est pas parce qu'on arrive en équipe de France on obtient sa première sélection, hein, qu'on devient forcément le plus grand joueur. J'ai appris énormément avec des joueurs comme Eric Benoît, comme Michel Gradel. Tu vois. Il y avait Isanik, Alain Trolon. Il y avait différentes manières de s'entraîner, différentes manières hein, de jouer. Hein, et donc j'ai appris et j'ai évolué énormément pendant cette période. Quoi. Pendant cette période, quand tu as joué à Halifax, quand tu as porté ces couleurs, euh, et quand tu as été sur le terrain, ta première balle, est-ce que tu as eu une émotion particulière quand tu es rentré sur le terrain, soit en tant que starter, ou alors ou quand tu es rentré après, quand finalement tu es rentré sur ce terrain, quand tes petits trous ont franchi la ligne du terrain, et que tu t'es dit ça y est, j'y suis, là t'es plus en stage. Tu es dans l'équipe de France et tu vas faire ta première entrée dans cette équipe de France. Tes petits trous franchissent la ligne. À ce moment-là, qu'est-ce que tu ressens? Euh, Ce que je ressens, ça a été une émotion très forte. Parce que, bon, tu sais que, comme dans toutes les équipes, que ce soit de club ou équipe nationale, hein, on part toujours avec un 5 de base confirmé, hein, qui était Benoît, qui était Michel Gradel, qui était Marc Gianni, hein, qui était Alain Trolon et Marc Guillemin. C'était un peu le 5 de base. Et mais quand j'ai eu l'occasion de pouvoir rentrer, hein, bon, il y avait, c'est sûr qu'il y avait une petite avance pour l'équipe de France, hein, mais c'est là qu'on doit tout prouver au moment où on rentre, quoi. Hein, et c'est grâce à ça, quoi. Hein, même si c'est rentré 3 minutes ou 4 minutes hein, dans un match qui dure 40 minutes, ben pendant ces 4 minutes, on doit être le plus performant possible afin que l'entraîneur nous fasse de nouveau confiance pour le prochain match et de gagner un peu de temps. Voilà, donc la motivation était à 100%. Parce que souvent, tu sais, il y a beaucoup de joueurs ou de sportifs qui finalement se battent pour arriver au plus haut niveau. Et une fois qu'ils sont arrivés au plus haut niveau, ils se disent, bah c'est maintenant j'y suis, bah, je vais me laisser aller, maintenant ça y est, je suis... Est-ce que toi, avec cette sélection, est-ce que t'as toujours, tu t'es toujours décidé à te surpasser? C'est-à-dire te dire, ok, aujourd'hui j'étais bon, mais vous n'avez encore rien vu parce que là vous m'avez vu bon, mais vous allez voir dans 2 minutes je vais être encore meilleur, et dans 4 minutes je vais encore tout défoncer, et dans 6 minutes je vais être... Est-ce que tu étais un peu dans cet état d'esprit? Ouais, mais je vais pas dire que c'est dans les minutes, quoi. Hein. Quand je suis rentré pour la première fois sur le terrain, ce que j'ai montré ou ce que j'étais capable de faire. Hein, bon, est-ce que ça a plu ou ça a pas plu, j'ai grignoté un peu de temps, mais à la fin de chaque compétition ou de chaque stage, je travaillais encore plus dans mon club. Tu vois, donc je voulais vraiment atteindre un niveau, le niveau le plus haut possible pour pouvoir rendre service à l'équipe de France, quoi. Hein.
Est-ce que tu as le sentiment que dans ton comportement de joueur, tu étais différent quand tu étais en club et quand tu étais en équipe de France? C'est-à-dire qu'en club, tu pouvais, ou par exemple, ouvrir, bon, rouspéter, etc. Et est-ce qu'en équipe de France, tu faisais la même chose ou en équipe de France, tu disais, Philippe, shut your mouth, tu ne dois rien dire, tu dois appliquer les consignes, tu dois jouer. Disons que euh, je l'ouvrais un peu moins, hein, parce que bon, tu portes les couleurs de l'équipe de France, et bon, il y avait beaucoup plus de monde à chaque match. Et puis bon, les arbitres sont très compétents. Hein. Ça ne veut pas dire que en championnat, actuellement, il n'y a pas d'arbitre compétent. Hein. C'est pas ce que je veux dire. Hein. Voilà quoi. Quand tu as dans cette équipe de France, est-ce que tu peux, puisque tu as joué longtemps, quels étaient finalement les atouts et les faiblesses de cette équipe de France? C'était quoi finalement votre point fort et vos faiblesses? Les points forts, c'était une équipe, c'était une famille, c'était un groupe qui s'entendait, tu vois, et qui respectait chaque joueur, avec un capitaine comme Éric Benoît, hein, qui était le plus impartial, tu vois, il fallait que ce soit droit, avec Robert Perry, hein, qui était dans la gendarmerie, il fallait que tout le monde ait l'école au même niveau, il fallait sur les photos qu'on ait les bras croisés. Hein, moi, je me souviens un peu, je ne sais plus à quel match, mais je pense que c'est au JO en 1984 à Stockholmville. Je m'étais fait la huppe comme un Iroquois. Et quand Benoît m'a vu, il m'a dit non, 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 tu restes pas comme ça, tu vas couper tes cheveux. Quoi. Il fallait une certaine image, hein, de l'équipe de France. Et donc, je suis allé me couper les cheveux. J'ai obéi à mon capitaine. Quoi. Alors, euh, et les faiblesses un peu, quelles étaient les choses que vous deviez améliorer? Mais point de vue des joueurs, je pense pas je pense pas qu'il y avait des faiblesses. Les seules faiblesses, c'était l'équipement, le matériel. Tu vois, on n'avait pas les fauteuils comme on a maintenant. Bon, comme je te parlais, hein, c'était les poiriers olympiques, les fauteuils qui pèsent 23 kilos, quoi. Donc, la faiblesse, c'était dû au matériel, quoi. Quand tu voyageais comme ça, alors, enfin, quand toi, tu voyageais au sein de cette équipe, quelle était la personne avec qui tu as partagé ta chambre? Quel était le joueur le plus proche de toi, avec qui finalement vous avez partagé toutes ces nuits? Ou alors est-ce que vous y avez comme une forme de tournante, vous tourniez pour effectivement éviter d'avoir des espèces de duos fixes? Ben, oui, je me souviens même de certains duos. Hein. Tu avais André Chauve qui était toujours avec Éric Benoît, parce que bon, André Chauve c'était un mec qui avait la tête sur les épaules. Benoît était un joueur très réservé. Moi j'étais souvent avec Michel Gradel, hein, et quand j'étais pas avec Michel Gradel, je ne sais pas si tu te souviens de lui, parce que je l'ai oublié de le citer, il y avait Jean-Jacques Régnier, hein, qui était en Angoulême. Et donc j'étais souvent avec lui, quoi. Hein, voilà. De toute façon, peu importe avec qui j'aurais été, hein, je te dis, il y avait tellement une bonne entente entre les joueurs que c'était pas le problème d'aller dormir, d'avoir une chambre avec Pierre, Paul, Jacques, c'était pas du tout un problème. Et quand vous étiez justement dans cette chambre, quel que soit le partenaire, vous discutez de quoi? C'était toujours axé sur le basket? Ou alors des fois vous confiez en parlant un peu de votre histoire privée? Ou c'était vraiment uniquement toujours le basket? Bon, là on a fait une boulette, demain il faut pas refaire la même chose. Quels étaient finalement les sujets de conversation dans une chambre d'hôtel quand on fait partie d'une équipe de France? Alors, je peux être étonné, mais dans les chambres, on avait pour principe de ne pas parler de basket. Après chaque match, on se réunissait avec le coach, il y avait le kiné, il y avait le mécano, il y avait enfin, il y avait tout le staff, quoi, le médecin, et on parlait de ce qui n'avait pas été lors d'un match. Hein. Et une fois qu'on sortait de cette pièce, c'était fini. On ne devait plus en parler.
hein, de manière à se concentrer pour le prochain match. Et bon, on faisait nos parties de cartes, on écoutait la musique, hein, où on parlait, bah, tiens, du boulot, hein, ou de nos femmes, de nos enfants, tu vois. Il n'y avait pas de ciblage sur le basket. Quand tu as, pour la première fois de ton histoire, porté autour de ton cou une médaille d'or, ça fait quelque chose. Ouais, et ma première médaille d'or, c'était un an après. Mais tu sais qu'à Halifax, on avait fini deuxième. Mhm. Donc on avait déjà obtenu la médaille d'argent. Déjà, c'était hyper important parce que à cette époque-là, c'était les Américains qui dominaient. Il y avait les Canadiens, les Hollandais, les Israéliens. Hein, je me souviens de certains joueurs israéliens comme Lévy, Agag, tu vois, c'est tous des grands joueurs, quoi. Et donc c'était très dur d'obtenir une médaille. Hein. Et l'année d'après, quand on fait les Paralympiques, hein, et qu'on gagne la médaille d'or, euh, je veux dire, j'ai eu une émotion très forte, hein, avec bah, des frissons, tu vois, comme pour avoir son premier enfant, quoi. Mais c'est une émotion sportive, hein, et qui est très, très, très intense. Mhm. Dans tous les matchs que tu as joués au sein de l'équipe de France, quel est le plus mauvais souvenir? L'Australie. Pourquoi? Alors, l'Australie, s'est passé un petit truc en match. Il y avait le 1 point australien, je me souviens plus comment il s'appelait, hein, qui m'a bourré. Hein. Et donc, bon, moi je suis pas le dernier à bourrer, donc on a fait pareil. Et c'était l'arbitre canadien qui arbitrait. Et j'entends un coup de sifflet, je lève la main en pensant que c'était moi, hein, qui faisait la faute. Mais malheureusement, non, il a mis au 1 point australien. Et il y avait une roue qui était coincée, hein, à mon fauteuil. Et à ce temps-là, le coach, c'était Jean-Paul Soriano. Et donc, j'ai voulu décoincer son fauteuil. Et le joueur s'est projeté en arrière pour faire croire que je l'avais soulevé pour le balancer. Mais l'arbitre canadien l'avait très bien vu. Hein. Donc, il a fait signe de continuer et qu'il n'y avait rien. Par contre, la première balle que j'ai eue après, je me suis fait siffler par tout le public et j'ai perdu tous mes moyens. Comme quoi que Ah oui, le public est très très important. important. Et tu peux l'expliquer justement ce phénomène? Pourquoi quand le public t'a sifflé lorsque tu as eu la balle, tu as perdu tous tes moyens? C'est quoi? C'était pour toi, c'était une forme que tu t'es senti rejeté, tu t'es senti, à ce moment-là, tu t'es pas senti aimé par le public, c'est ça? Voilà, surtout, ouais, ouais, je me suis senti euh, haïr par le public, quoi. Mhm. Mais c'est incroyable comme c'est dur à entendre, quoi. Parce que je te parle pas de 150 personnes, 200 personnes. Mhm. Hein, dans la salle, il devait y avoir 35 000 personnes, Mhm. quoi. Donc, sur les 35 000, t'en as bien 25 000 qui ont sifflé, quoi. Mhm. Et quand tu entends siffler dans une salle, hein, à chaque fois que tu as le ballon, c'est atroce, quoi. Et ça, Tu c'est es plus concentré dans ton match, tu penses à plus ces sifflets. Et bon, puis j'ai perdu tous mes moyens. D'abord, Jean-Paul Soriano m'a sorti, et il a bien fait, quoi. Hein. Voilà. Et est-ce que ce genre de comportement, est-ce que ça s'est reproduit par la suite ou pas? Quand les gens te sifflaient par la suite, est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours gêné ou pas du tout? Non, non, après bon, j'ai plus eu ce problème-ci, peut-être en club avec Douai, hein, pour notre premier tour en Italie en Coupe d'Europe, hein, où bon, moi j'avais marqué pas mal de points, et ben, les tifosi italiens n'ont pas apprécié le fait que je marque beaucoup de points contre l'équipe locale, quoi. Hein, et bon, ils perdent, je sais plus, ils doivent perdre de 2-3 points, quoi. Hein. Et c'était avec Douai. Et donc, à la fin du match, je me suis fait siffler. J'ai même reçu une boîte de coca. Bon, euh, maintenant, si tu devais garder un bon souvenir, quel serait ce match? Ouais,
le titre olympique à Stockmanville parce que on fait la demi-finale euh, et il reste quoi une quinzaine de secondes et je pense que c'est l'équipe de Suède la demi-finale et t'as Marc Guillemin qui est en tête de raquette et qui est en possession du ballon et moi je suis à mon aile gauche mais carrément en angle droit par rapport au panneau. Angle mort. Donc il me donne cette balle, il doit rester 7 secondes. Je tire très précipitamment, le ballon touche l'arrière du panneau, c'est-à-dire le support du panneau, et me revient dans les mains. Et je rejette le ballon et il rentre dedans. Bon, tout le monde l'a vu, sauf les arbitres. Et ben tu vois, tu sais la suite, quoi. On fait la finale et on gagne la finale. Hmm. Dans toute cette période que tu as vécue au sein de cette équipe de France, est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes? Non, non, je Non. regrette rien parce que à chaque fois que j'ai fait partie de l'équipe de France, j'ai passé de très bons moments, quoi, hein. Mes seuls regrets, ça serait une fédération incompétente. Hmm. Alors, Tu juste. vois, Hmm. sans aider les joueurs, aucune aide pour les joueurs, quoi. Moi, je me souviens, hein, il y a quoi, plus de 20 ans, quand on allait en stage, hein, ben, on nous remboursait 60% du billet de train, tu Hmm. vois. Hmm. Je trouve pas ça normal de la part d'un joueur qui fait des sacrifices de famille et de travail, hein, qui soit obligé de payer une partie de ses stages, tu vois, et en portant les couleurs françaises. Donc je pense que la fédération n'a jamais rien fait, hein, pour ça. Hmm. Et ça continue d'ailleurs. Hmm. Alors justement, la question suivante, c'était quel regard portes-tu sur l'équipe de France nouvelle génération, c'est-à-dire 2.0, comme disent les jeunes d'aujourd'hui? Quel regard tu as, toi, sur cette équipe de France actuelle? Est-ce que tu suis un peu leur évolution ou tu te sens complètement décalé et très éloigné de tout cela? Ouais, je me suis éloigné parce que bon, c'est c'est chiant hein, de toujours répéter les mêmes choses, tu vois, et il y a rien qui change, quoi. Hmm. Ça reste toujours pareil, quoi, hein, voilà, ça va pas, on change un tel, on met un autre. Quand je vois comment ça se passe, on met des entraîneurs, ben, comme ça, ben, tiens, toi, tu es mon copain, tu vas être entraîneur, toi, ben, tiens, toi, tu me plais bien, toi, tu vas être DTN, tu vois. Je trouve ça lamentable, quoi. Je trouve ça lamentable. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu as quand même gardé l'équipement de l'équipe de France? Est-ce que tu as gardé quelque chose? Bon, on sait que les médailles, tu les as toujours données, parce que tu as toujours remercié les autres d'avoir mis autant de points, parce que dans ta mentalité, si tu as marqué autant de points, c'est grâce aux autres, c'est parce que les autres t'ont fait un bloc, etc., etc. Est-ce que tu as dans tes affaires euh, un équipement de l'équipe de France? Toi, tu dois être au courant de certaines choses, toi. Absolument pas, je te promets. Absolument pas. Je te Bon, promets. alors, mes tenues, j'ai fait une vente aux enchères pour le Téléthon. D'accord. De toutes mes tenues, c'était à Crégilemo, hein, et lors du Téléthon, j'avais le kawaii, j'avais la casquette, j'avais le survêtement, j'avais des maillots, des surmaillots, tout ça. Et à ça là, hein, j'en ai vendu qui équivaut à 2500 euros, quoi. D'accord. Tu vois, Donc, j'avais revendu ça et j'ai offert tout l'argent pour le Téléthon. d'accord. Ça, c'était le Téléthon, c'est quand tu étais où? À À, Crégilemo, à Grésy-les-Monts. D'accord. ouais. Alors aujourd'hui, cette équipe on a parlé de ton équipe, de ton parcours en équipe nationale, en Coupe d'Europe, en équipe de France. Aujourd'hui, concrètement, que fait Philippe Bay? Ben Philippe, il continue un peu le basket parce que c'est un peu sa drogue, quoi, hein. Mhm. C'est ma drogue, le basket, et j'ai besoin, quoi. Tu vois, là, j'attends devant le gymnase, en attendant 19h30, hein, pour pouvoir m'entraîner, quoi, hein. Bon, c'est sûr que j'ai plus autant de mordant qu'avant, Mhm. hein, et c'est le corps qui le refuse. Mais Philippe a d'autres occupations. Alors, Euh,
Philippe, il joue à la pétanque, Philippe, il va à la chasse, Philippe, il va à la pêche, il joue à la belote, hein, et Philippe, il bricole chez lui tout le temps, quoi. Souvent on parle d'une crise d'un joueur comme toi qui a eu un parcours quand même exceptionnel. On craint toujours, le joueur craint toujours finalement cette rupture avec le sport de ne plus faire partie de l'élite. Est-ce que toi, tu as vécu cette espèce de douleur où tu t'es dit, bon, bah voilà, maintenant j'arrive peut-être en fin de parcours et qu'il faut peut-être que je change ma vie. Est-ce que tu as ressenti comme une forme de douleur ou une forme de difficulté finalement à laisser tout se passer derrière toi pour te consacrer, entre guillemets, à ta nouvelle vie? Michel Paul, l'ancien mécano de l'équipe de France, tu vois. Mhm. Et bon, j'ai des contacts avec Eric Benoît, j'ai des contacts avec Yo-Yo Boustia, bon, avec d'autres anciens joueurs, quoi, hein. Et il y a des joueurs que j'aimerais bien revoir, comme Jean-Luc Jeunette, Jean-Yves Regnault, on a moins de contacts. J'ai encore des contacts un peu avec Lionel Chavannes parce qu'il fait partie de Mais managérable de l'équipe de France, tu vois. oui, il est trésorier, il est Et trésorier de. Marc Guillemin, j'ai plus de nouvelles de Marc Guillemin. Alain Trollon? Oui, c'est vrai que j'aimerais reprendre des contacts avec ces anciens joueurs, quoi. Mhm. Bah, je sais pas, est-ce qu'on peut ensemble, je sais pas, essayer de mettre en place un système avec le réseau, avec Facebook, etc., pour dire à ces jeunes, enfin à à tous tes partenaires, de se manifester pour qu'on puisse justement faire une interview d'eux et qu'ils puissent eux aussi nous raconter leur parcours. Parce que toi, t'as été l'une je dirais, les autres étaient bons. Je veux dire, les autres étaient bons. Mais je pense que toi, dans le lot, tu as été quand même tu as été au-dessus, parce que tu as été au-dessus du fait que tu as marqué énormément de points. Tu as- tu- Ouais, mais je sais pas, le fait de marquer beaucoup de points, je sais pas si on peut dire d'un joueur qu'il est au-dessus des autres. Je pense pas. Moi, je me souviens d'un Michel Gradel qui était, c'était une folie, quoi. Je me souviens d'un Dominique Marchegiani, hein, quand il commençait à enquiller, il les mettait comme des perles. Je me souviens d'un un mec comme Éric Benoît, hein, il était impérial en tant que pivot. Ça a été un des meilleurs pivots en France, quoi, hein. Je me souviens d'André Chauve avec sa main gauche. Je me souviens d'un Parchemin Célestin avec sa patte gauche aussi, quoi. Tu vois, chacun a amené quelque chose et chacun avait un bon niveau, quoi. Donc je peux pas dire le fait que je marquais 30 ou 40 points par match que j'étais supérieur aux autres, quoi, hein. Celui qui serait supérieur, c'est celui qui mène le jeu, hein, qui me donne ses balles. Celui qui serait supérieur, c'est celui qui a l'intelligence de faire un blocage ou un écran. Tu vois, je veux dire, chacun, il y a des porteurs d'eau comme ça, et qui sont très forts pour ça, quoi. Et tu as des défenseurs, parce que le basket, c'est pas uniquement l'attaque, Ah, c'est nous sommes aussi bien la défense. d'accord. C'est la défense. Voilà. C'est la défense Et avant moi, tout. j'étais très chèvre en défense, tu vois. Voilà, Et, donc je peux pas dire que j'étais au-dessus des autres. Mais j'avais la chance, j'avais un don, hein, d'être très adroit. Voilà, j'avais un don. et pourquoi à ce moment-là ne pas créer une association des anciens basketteurs de l'équipe de France de ton époque? Pourquoi ne Ah ben pas. moi j'aimerais bien, hein. Eh ben alors, J'aimerais bien, hein. pourquoi ne pas le faire? Ben voilà, c'est quelque chose que l'on peut mettre ensemble. On va demander parce que je sais qu'il y a une personne qui nous suit, enfin qui suit de très près, c'est Jean-Claude Boucher. Tu Monsieur, fais bien d'en parler. Tu fais bien d'en parler parce que Jean-Claude Boucher est la seule personne à qui j'ai offert mon dernier maillot de l'équipe de équipe de France. France. Oui, ben Voilà, c'est donc ouais, effectivement Jean-Claude Boucher, c'est l'encyclopédie du basket handisport et pas que dans l'handisport, hein. Donc c'est vrai qu'il suffit de demander peut-être à Jean-Claude Boucher si lui aussi il a envie de nous aider pour retrouver tous ces anciens joueurs et bien à faire tout simplement une forme d'association ou même faire une réunion comme ça, je sais pas, par téléphone une fois par an pour que chacun puisse donner de ses nouvelles. C'est aussi quelque chose que l'on peut mettre en place. ouais, ça serait sympa d'ouvrir un site, justement, un site pour les Old Stars, Hein. tu vois? Les hold, Hein? C'est ce qui avait été bien organisé, sûr. parce que j'étais un des premiers joueurs
à organiser un rassemblement des anciens joueurs de l'équipe de France. Et ben voilà Tu ce vois, qu'il je sais faut pas si tu faire. en as entendu parler en 98. Et ben voilà ce que tu dois faire. Et ben le week-end quand tu vas à la pêche ou quand tu vas à la chasse ou quand tu bricoles, entre deux prises ou entre deux coups de fusil ou entre deux coups de marteau, eh bien tu crées cette page Facebook des Old Stars du basket. Voilà. Ah ouais, ça serait. La, 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 Mais la- moi, je suis pas balèze en informatique, moi, Bon, hein. on va mettre ça en place tous les deux, et puis on demande à Jean-Claude Boucher si, de toute façon, je suis intimement convaincu que Jean-Claude va suivre, va écouter cette interview, parce que tu sais qu'il t'a laissé un message, hein, je ne sais pas si tu l'as vu, il te dit, alors il te dit, voilà, c'est Jean-Claude Boucher, je te lis le texte, hein. Alors, moi qui croyais tout savoir sur ce joueur exceptionnel, j'ai encore découvert beaucoup de choses intéressantes à son sujet. Juste une rectification, c'est pour te dire qu'il suit et qu'il a tout Ouais. noté. Philippe Bay, Douai n'a pas été la première équipe à remporter la Vergoven Cup, mais seulement la seconde en 1989. Il y a que Jean-Claude Boucher pour trouver ça, hein. Il y a personne d'autre. Non, En eh fait, ben alors, tu voulais sans doute dire tu pourras lui dire qu'il se trompe. Parce que c'est la première équipe 13, française voilà. qui a remporté la Vergoven. Voilà, mais c'est ça. Et il termine en disant, tu voulais sans doute dire de la première équipe française. Voilà, c'est tout Voilà. à fait ça. Donc, c'est bien ce que je dis, seul Jean-Claude Boucher pouvait donner ce point de détail important. Donc, on va essayer ensemble de mettre justement en place cette page Facebook des Old Start du basket. Et c'est vrai que Eric Benoît, etc., ce sont des gens qui finalement vous avez apporté beaucoup. Vous nous avez donné beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotions et beaucoup de fierté. Parce que quand on se dit français et que vous représentiez la France et que vous avez décroché tous ces titres et que vous étiez pratiquement indestructible, invulnérable, et bien finalement, nous, les petits joueurs que nous étions à notre niveau, il y avait une forme de fierté parce qu'on se disait, bah oui, mais les Américains, les Australiens, les Canadiens, allez vous rhabiller parce que aujourd'hui, les costauds, c'est qui? C'est nous, les Gaulois. Donc il y avait une forme aussi, derrière votre travail, derrière votre investissement, derrière votre sacrifice, il y avait aussi, pour nous, hein, qui vous regardions, il y avait une forme de fierté, finalement. Il y avait une fierté parce que nous étions fiers de vous. Et c'est même pour cela que on excusait parfois les coups de gueule que tu pouvais avoir ou que Yo-Yo pouvait avoir parce que on savait que derrière, bon, dans un club, vous aviez une grande gueule, mais qu'en équipe de France, vous étiez irréprochable, quoi. Et qu'en équipe de France, le maillot, vous l'avez toujours mouillé, quoi. Et donc, c'était vraiment une fierté pour nous. Donc, ça, il faut Ah, jamais l'oublier. c'est clair, c'est clair. Et là, là-dessus, tu vois, je voudrais remercier une personne qui est partie, hein, mais c'est par rapport à son fils que je veux le dire, par rapport à sa femme et à sa fille. Je remercie énormément Maurice Schumacher qui avait réussi à redresser un peu cette barre, quoi, hein. Et malheureusement, il est parti et ça a été un des entraîneurs qui m'a fait le plus confiance. Donc je tenais à remercier par l'intermédiaire de ses enfants et de sa femme, hein, que moi je n'oublierai jamais Maurice non plus. Juste pour terminer cette interview, est-ce que tu aimerais ajouter autre chose? Est-ce que tu aimerais conclure sur quelque chose? Ben, continue à faire ce que tu fais, parce que la preuve c'est que c'est suivi par beaucoup de monde, hein, et d'autres interviews de d'autres joueurs feraient peut-être plaisir à beaucoup de personnes, à beaucoup de clubs, tu vois, et je trouve ça bien, quoi. Et c'est pour ça que je m'y prête, tu vois, je me suis dépêché de venir là, hein, et tu vois, j'ai pas tardé à t'appeler, quoi, tu vois. Non, mais c'est très bien. Mais de toute façon, moi, je tenais également à te remercier de ta collaboration. Et puis, de toutes les façons, c'est quelque chose, ça fait à peu près plus d'un an que nous en avions parlé. C'est vrai que des fois, ça met du temps, mais peu importe, l'essentiel, c'est que ça a été fait. Ça permet également réellement de te découvrir parce que finalement, pour beaucoup de gens, Philippe Bay, c'était juste quelqu'un qui marquait à 2 points, 3 points, qui avait une grande gueule. Et finalement, les gens ont découvert derrière cet homme, eh bien, quelqu'un qui a été affecté dans sa vie d'homme, qui a vécu des drames dans sa vie d'homme, qui a consacré sa vie à un sport
qui nous a permis d'être fiers. Et donc, je pense que grâce justement à ce travail en collaboration que nous avons fait, toi et moi, c'est que nous avons mis en lumière un homme, en l'occurrence toi, qui a œuvré pour nous rendre tous fiers à une époque. Voilà. Donc c'est aussi important. Et c'est ça les rencontres humaines, je pense. Les rencontres humaines, même si des fois on n'est pas d'accord sur des sujets, etc., je pense qu'il est important de connaître et de cerner l'autre parce que on comprend mieux finalement quand l'autre nous explique son parcours. On comprend mieux et on accepte mieux et on apprécie d'autant plus l'autre pour ce qu'il est, parce il nous a livré des moments qui sont secrets et intimes de sa vie. Et une rencontre, c'est ça. Et s'il n'y a pas cet Tout à échange, fait. s'il n'y a pas cette intimité, s'il n'y a pas cette confiance, bah finalement, tu aurais pu nous parler uniquement que de basket en nous disant, bon, on a gagné ça, ça, et puis on serait passé à côté finalement d'un homme humain et d'un homme d'une grande sensibilité. Tout à fait. Par contre, maintenant, je vais te dire quelque chose, parce que moi, tu me vois dans l'interview, moi je te vois, et je trouve que ton mur, il est tu vois, il est pas gai, il est Oui. pas gai. Alors, tu vas m'envoyer ton adresse, et je vais t'envoyer un de mes derniers maillots de club. Ah bah super. Comme Et ça, comme ça, et non, tu non, pourras commencer ta première collection. non, oui, mais moi c'est pas, moi, dès que je vais le recevoir, je le mettrai pour faire toutes les interviews. Alors, je te promets que je te l'enverrai. Bon, bah je te l'envoie. En tout cas, merci pour tout. Merci pour ces interviews. Et puis si toi, tu as également de ton côté des jeunes qui souhaitent faire une interview, eh ben, tu leur donnes mes coordonnées et on fera l'interview. Voilà. Et si toi, tu veux aussi être, et ça c'est une chose importante, si toi, tu veux être notre correspondant pour nous raconter les matchs de Bordeaux après les matchs, tu vois, si pour nous faire un résumé, tu m'appelles, on fait pareil. Nous avons déjà quelqu'un qui s'occupe du championnat allemand et belge. On a Guillaume Legendre qui s'occupe pour l'équipe de Chalon. On a un joueur pour l'équipe de Paris. Voilà, donc si toi tu as envie d'être collaborateur de l'équipe de Bordeaux pour nous raconter les matchs après, eh ben, tu m'appelles, on enregistre et on parle du match qui s'est déroulé. Donc tu nous donnes ton point de Il n'y vue. a pas de problème. Voilà, comme ça fera Ça aussi. me plaît bien, ça. Voilà, tu vois, comme ça permet aussi de fidéliser et puis d'avoir toujours des infos finalement sur quelqu'un que l'on aime bien, parce que moi, je t'ai toujours bien aimé. Quoi qu'en disent les gens, moi, j'ai toujours, de toute façon, j'ai toujours aimé ta grande gueule, parce que même parfois, je m'en suis même inspiré, parce que je me suis dit que des fois, ben, Philippe Bey, il a raison de hurler, qu'il ait tort ou qu'il ait raison, il a raison d'hurler, parce que finalement, ça fait un bien fou. Et puis, de toutes les façons, il y avait aussi cette forme de lutte de non-acceptation d'une maîtrise totale des arbitres. Voilà. Eh, tu sais que j'ai appris au dernier match de Bordeaux, j'ai appris, je ne sais pas si je l'avais dit sur la première interview, hein, mais j'ai appris que ben, les clubs étaient obligés de filmer leur Oui, match, sinon ils avaient une oui, amende. de 80 euros. Oui, Mais je trouve ça lamentable. Je trouve ça lamentable parce qu'on ne nous considère pas hein, comme des professionnels, on nous dit tout le temps on est des amateurs. Alors dans ces conditions-là, la finale de la Coupe de France, celui qui la remporte, la Fédé elle a qu'à leur donner une subvention, de l'argent, comme pour le foot, tu vois. Hein, ils participent en Coupe d'Europe, là où ils vont plus loin, ben, qu'on leur donne aussi de l'argent. Non, la Fédé et la Commission veut pomper de l'argent au club, hein, mais jamais en donner. Et ça, je trouve ça lamentable. Et c'est pour ça que je ne suis pas bien vu par la Fédé, hein, parce que moi, ce que j'ai eu à dire, je l'ai toujours dit devant. Et c'est pareil pour les arbitres, quoi. Hein. Moi, je ne veux pas aller parler, baver derrière en disant, putain, il a été mauvais. Non, non, je vais voir l'arbitre, je lui serre la main, et je l'ai déjà dit à certains arbitres, ça a été chèvre. Voilà. On a été chèvre, mais t'as été chèvre. Voilà. Que ça lui plaise ou pas, mais c'est c'est normal. pareil. Non, mais C'est ma façon de penser. voilà. De toutes les façons, personne n'est au-dessus des lois. Et personne n'est irréprochable. On a tous quelque chose à se reprocher quand on joue. Il y a des moments où un arbitre est un humain avant tout. Il a le droit dans un coup de sifflet se tromper, mais dans ces cas-là, il reconnaît son erreur. Et c'est humain. Voilà. C'est tout. Enfin bon, bref, en tout cas, Philippe, merci pour tout. Donc, tu seras désormais notre correspondant pour cette équipe de Bordeaux. Merci pour ces deux interviews. Ça nous a vraiment permis de mieux te connaître. Merci à toi. Puis, bah, écoute, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.